Ben, il faut comprendre que la paix n'est pas l'intérêt d'Israël, ne l'a jamais été. Parce qu'en fait, si se passe une normalisation avec les Palestiniens, ça veut dire partager la terre, partager la citoyenneté. Or, le moteur profond d'Israël, ce qui a été caché, on va dire, par la Shoah, ce n'est pas des Européens qui viennent se réfugier au Moyen-Orient pour éviter les persécutions nazies, c'est l'accomplissement d'un projet qui est un projet biblique, qui est le peuple élu et sa terre promise, avec une idée profondément raciale, ethnique et bien sûr religieuse. Et ce qui veut dire que chaque fois que des citoyens israéliens vont vers la paix avec les Palestiniens, parce que c'est un problème de vie quotidienne, hein, forcément, les élites, on va dire israéliennes, qui d'ailleurs souvent ne sont pas en Israël, comprennent le danger pour Israël, hein, et qu'à ce moment-là, s'arrangent pour faire capoter. Rappelons-nous de l'assassinat de Rabin, hein, et de comment on finit les accords d'Oslo. Donc ça, les élites israéliennes, je dis, qui ne sont pas en Israël et qui ont cette vue profondément religieuse et dominatrice, s'arrangent pour faire capoter le processus de paix, pour recréer une situation de guerre. Et d'ailleurs, si on veut avoir une vision plus court-termiste, on voit bien que quand Netanyahou a du mal à se maintenir au gouvernement ou à créer une coalition, la meilleure stratégie, c'est toujours l'union sacrée contre le danger et l'ennemi commun, ce qui est pas facile à vendre en Israël, compte tenu que c'est un petit État européen au milieu du monde arabe, et donc entouré d'Arabes et de musulmans. Et ben, immédiatement, on relance ce processus de union sacrée face à la menace immanente et face à l'ennemi permanent. Hein. Oui, c'est une stratégie qui est vieille comme le monde, et on se rappelle qu'en France, effectivement, quand il y a eu la Troisième République était en difficulté, qu'il commençait à y avoir des alliances, notamment avec le cercle Proudhon, entre certains monarchistes sociaux et certains, on va dire, syndicalistes sur une ligne Proudhon-Sorel, et ben que la revanche contre le Bosch et la nécessité de l'union sacrée contre l'Allemagne s'est réactivée très violemment, et ça a été solutionné d'ailleurs par la Première Guerre mondiale. Donc il y a des constantes, hein, qu'on retrouve un peu partout, mais qu'on retrouve notamment et encore plus en Mais Israël. alors cette constante stratégique des élites israéliennes, finalement, si je comprends bien, ne répond ni aux critères de la logique si on cherche la vérité, ni aux exigences de l'éthique si on cherche à faire le bien, mais elle a au minimum pour elle d'être convaincante, elle a une force de persuasion, puisque beaucoup de gens tombent dans le panneau, on va dire. Alors selon vous, quelles seraient les clés de lecture qui permettraient à un Français moyen, disons, de comprendre ce qui se cache derrière ces manipulations et aussi de comprendre l'importance de ce genre d'événement finalement? Bah, la vision qu'ont les Français qui ne se sont pas obligés de se passionner pour ce sujet, je comprends, parce que pour eux, c'est loin géographiquement et c'est loin culturellement, et pourtant c'est très très près en réalité quand on comprend la géopolitique mondiale. On est très impliqué là-dedans, même si ça se voit pas immédiatement. Et malheureusement, notamment aujourd'hui, l'influence d'un Zemmour omniprésent dans les médias nous font croire qu'il y a que deux camps, c'est-à-dire qu'il y aurait d'un côté le monde musulman qui serait uni contre Israël, le petit Israël fragile, qu'il faudrait, et qui représenterait d'ailleurs la civilisation occidentale, et qu'il faudrait aller soutenir. En réalité, ce qu'on constate de façon très visible aujourd'hui, quand on est honnête, c'est que à l'intérieur même du monde musulman, qui est très divisé, notamment le monde sunnite, puisqu'il n'y a pas d'instance hiérarchique du sunnisme, contrairement au chiisme, ce qui explique d'ailleurs, on verra pas mal de choses. En réalité, avec la montée de l'islam qu'on appelle wahhabite, c'est-à-dire l'islam financé par l'Arabie saoudite et plus largement par les Émirats, on a en réalité un islam qui s'est détaché du sunnisme, on va dire accepté traditionnellement, pour devenir en fait un auxiliaire de l'impérialisme américain et du sionisme. Et ce qui a été une thèse pendant très longtemps, avec les accords de Quincy, on voyait bien que l'Arabie saoudite ne pouvait exister que par le parapluie américain, et que c'était donc incompréhensible que l'Amérique, qui protège l'Arabie saoudite, la laisse promouvoir une idéologie violemment agressive qui s'appelle le takfirisme. Donc on a été étonné pendant quelques temps de cette apparente contradiction, et puis en fait on se rend compte aujourd'hui, parce que c'est devenu officiel, que le sunnisme saoudien, hein, c'est-à-dire le wahhabisme pour le dire simplement, est aujourd'hui un allié total et même une créature de l'impérialisme américano-sioniste. Hein.
Et que donc, il y a bien aujourd'hui au moins deux mondes musulmans, hein, même si on simplifie, un monde musulman de résistance à la domination américano-sioniste, et dont le phare est aujourd'hui l'Iran chiite, parce que c'est un grand pays avec une longue histoire, et puis ceux qui travaillent avec l'Iran chiite, et puis de l'autre côté, un islam de collaboration. Tout ça, c'était déjà dans mon livre Comprendre l'Empire dès 2011, hein, qui est cet islam dit terroriste, hein, dont on a l'impression que c'est un islam qui agresse l'Occident, alors qu'en réalité, c'est un islam instrumentalisé qui est au service de la domination américano-sioniste. Très bien, donc vous avez parlé ici, on va dire, des chiites, vous avez également parlé du sunnisme traditionnellement accepté. Il y a quand même aussi une troisième composante qui est, on va dire, la branche laïque de la résistance, à savoir notamment l'armée arabe syrienne. Comment est-ce que vous l'incluriez, on va dire, dans cette équation de la résistance face à justement ce bloc sioniste, takfiri? C'est une très bonne remarque qui va nous permettre de rappeler qu'à l'origine, la cause palestinienne, alors si on remonte à l'origine des origines, elle est chrétienne même, hein, ça, Youssef Indy en parle très bien, mais surtout quand on se rappelle de la grande époque de la cause palestinienne, avec notamment le FPLP, l'OLP et Yasser Arafat, c'était un mouvement laïque et international, hein, et il faut rappeler, et ça d'ailleurs ça veut dire beaucoup de choses, qu'au départ le Hamas, c'est-à-dire l'islamisation de la cause palestinienne, est une volonté d'Israël dans le but d'islamiser la question palestinienne pour couper en fait la cause palestinienne de la gauche occidentale, puisque le gros problème qu'avait Israël, et on voit bien à l'époque de mai 68 et puis toutes les années 70, c'est que la gauche mondiale, étant humaniste et droit de l'homiste, était 100% pro-palestinienne. Et ça, c'était le gros problème d'Israël. Et comment Israël a répondu à ce problème? C'est en favorisant l'islamisation de la cause palestinienne, en favorisant la montée du Hamas contre l'OLP. Hein. Et donc aussi, ça explique pourquoi aujourd'hui, alors que le Hezbollah, à l'image du chiisme, est une structure de résistance très hiérarchique, très hiérarchisée, avec peu d'infiltration, hein, on voit bien que c'est Nasrallah qui dirige. Le Hamas, selon que c'est un Hamas piloté de l'extérieur par le Qatar, selon que c'est un Hamas de résistance, je dirais, issu de Gaza lui-même, est traversé par des tas de lignes de fracture, pour ne pas dire plus. Pour appuyer votre propos, d'ailleurs, on a pu voir depuis la guerre de Syrie, on va dire, l'éloignement du bureau politique du Hamas d'avec l'armée arabe syrienne de Bachar al-Assad lorsqu'ils ont été aspirés par l'émirat qatari, alors que les brigades Azad-Din al-Qassam, donc, qui sont la branche armée du Hamas à Gaza, qui elles ont nécessairement besoin des armes iraniennes, se sont toujours un petit peu mieux comportés, notamment avec leur porte-parole Abu Obeida, qui à chaque fois remercié l'Iran et Hezbollah. Et ça valide totalement votre propos, notamment sur le fait qu'on a finalement derrière cette image unifiée du Hamas, plusieurs infrastructures qui n'ont pas toujours les mêmes intérêts et qui surtout n'ont pas toujours les mêmes positions. Oui, et puis un paramètre qu'on exclut dans cette longue histoire de la résistance palestinienne, c'est aussi le rôle de ce qu'on appelle le nationalisme arabe. Hein. N'oublions pas que Nasser, c'est du nationalisme arabe. La Syrie, et puis même on a oublié l'Irak qui a été détruit depuis pour d'ailleurs cette raison-là, hein, c'est-à-dire le bassisme, c'était des mouvements qui soutenaient la Palestine et qui étaient laïques, hein, profondément. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'affaissement, l'effondrement de l'Égypte, la destruction de l'Irak, on a tout ce pan, je dirais, de cause palestinienne laïque qui est mise sous le boisseau, qui s'est effondré au profit on va dire, de sa lecture strictement religieuse. Le seul, effectivement, point qu'on peut faire remarquer, c'est le soutien à la Palestine par le régime syrien, qui, je rappelle, est un régime laïque, même si c'est un régime laïque avec des Arabes musulmans. Hein. Les Syriens sont des Arabes musulmans, mais dans un régime officiellement laïque, qui est issu du bassisme. Hein, voilà. Donc, il faut remettre cette complexité dans la vision de la question, et malheureusement avec des Bernard-Henri Lévy, avec des Zemmour qui là-dessus sont main dans la main, hein, on a une vision simplifiée qui veut réduire la question palestinienne à une lutte de l'islam radical et donc terroriste contre le monde libre occidental laïque,
alors qu'en réalité, c'est infiniment plus complexe que ça. Et même quand on regarde de plus près, je dirais même que ça s'inverse, puisqu'on se rend compte que les plus fanatiques religieux sont en fait, on va dire, les sionistes et les chrétiens sionistes, puisque c'est même comme ça qu'ils s'appellent, et que peut-être les plus humanistes sont ceux qui sont du côté de la Palestine. C'est d'ailleurs mon cas. Si moi je suis pro-palestinien, c'est parce que c'est par humanisme, parce que je vois d'un côté des gens surarmés par une puissance impériale qui est l'Amérique, massacrer des femmes et des enfants, donc qu'on essaye de chasser de leur territoire historique. Je rappelle que, quand même, pour contrer tout le mensonge dominant, que Israël est un État hystériquement et historiquement terroriste, et que les terroristes, ce sont les Israéliens, et que les Palestiniens sont les résistants. Ils résistent à un processus de terreur. Bien, écoutez, je crois que là, c'est très clair.